Les êtres humains, pendant la puberté et immédiatement après, ont une tendance indubitable à relâcher leur allégeance envers tous les rites et normes sociaux de leur culture, à permettre à la pensée conceptuelle de les mettre en doute et de rechercher des idéaux nouveaux et peut-être meilleurs. À cet âge, il y a probablement une période sensible, déterminée, pour le choix d'un nouvel objet de fixation, un peu comme dans le cas de la fixation à un objet qu'on trouve chez les animaux et qu'on appelle l'imprégnation. Si, à cette époque critique de la vie, les idéaux anciens soumis à l'examen critique se montrent caducs sans qu'il en apparaisse de nouveaux, le résultat est cette absence totale de but, cet ennui profond qui caractérise le jeune délinquant. Si d'autre part, un démagogue habile, expert dans l'art dangereux de provoquer des situations stimulantes dépassant la normale, s'empare de jeunes de cet âge sensible, il n'aura pas de difficulté à guider le choix de leur objet de fixation dans une direction qui serve ses buts politiques. À l'âge post-pubère, certains êtres humains semblent se sentir poussés par une force irrésistible à épouser une cause, et s'ils ne trouvent pas de cause digne d'eux, ils peuvent s'attacher à des causes de remplacement d'une remarquable infériorité. Le besoin instinctif d'appartenir à un groupe étroitement lié et luttant pour des idéaux identiques peut devenir si fort que la question de savoir ce que sont ces idéaux et s'ils possèdent une valeur intrinsèque n'est plus essentielle. Ceci explique, je crois, la formation de gangs de jeunes dont la structure sociale reconstitue probablement assez bien celle des sociétés humaines primitives. Apparemment, ce processus de fixation ne peut opérer pleinement qu'une seule fois dans la vie de l'individu. La valorisation de certaines normes sociales ou l'allégeance à une cause une fois bien établie, il n'est plus possible de l'effacer, du moins pas suffisamment, pour faire place à une nouvelle valorisation de la même force. Il semble aussi que la période sensible passée, la capacité de l'homme à se consacrer à un idéal se trouve considérablement réduite. Tout cela nous aide à comprendre cette vérité banale que les êtres humains traversent forcément une période assez dangereuse pendant et peu après la puberté. Paradoxe tragique, le danger est plus grand pour ceux qui, par nature, sont les plus aptes à servir la noble cause de l'humanité. Le processus de fixation à un objet a des conséquences dont on peut à peine surestimer l'importance. Il détermine ni plus ni moins pourquoi un homme vivra, luttera et, dans certains cas, fera aveuglément la guerre. Il déterminera la situation stimulante conditionnée qui relâche ce comportement phylogénétiquement évolué que je propose d'appeler l'enthousiasme militant. L'exemple de l'enthousiasme militant peut particulièrement bien servir à illustrer la façon dont un type de comportement phylogénétiquement évolué interagit avec les normes et rites sociaux ritualisés par la culture. Et comment, tout en étant absolument indispensable au fonctionnement du système composé, il est enclin à dévier tragiquement s'il n'est pas rigoureusement contrôlé par une responsabilité rationnelle fondée sur la compréhension des causes. Le mot enthousiasme en grec implique qu'une personne soit possédée par un dieu. Le mot allemand, Begeisterung, veut dire qu'un esprit, un Geist, plus ou moins saint, la contrôle. En réalité, l'enthousiasme militant est une forme particulière de l'agression en commun, nettement distincte des formes plus primitives de la mesquine agression individuelle. Chaque personne exposée aux émotions fortes connaît par expérience les phénomènes subjectifs qui accompagnent la réaction d'enthousiasme militant. Un frisson court le long du dos, ou comme le montre une observation plus précise, le long de la face extérieure des deux bras. On plane au-dessus de toutes les vicissitudes de la vie quotidienne. On est prêt à tout abandonner à l'appel de ce qui, à l'instant où se produit cette émotion particulière, apparaît comme un devoir sacré.
tous les obstacles rencontrés deviennent insignifiants. L'inhibition instinctive de blesser ou de tuer son prochain a malheureusement perdu beaucoup de sa force. Les considérations d'ordre rationnel, l'esprit critique et tous les arguments raisonnables contre le comportement dicté par l'enthousiasme militant sont réduits au silence, par un renversement étonnant de toutes les valeurs, qui ne fait pas seulement apparaître ces arguments comme indéfendables, mais bas et déshonorants. En dépit des atrocités qu'ils commettent, des hommes peuvent alors éprouver le sentiment d'être absolument dans leurs droits. La pensée conceptuelle et la responsabilité morale atteignent leur niveau le plus bas. Comme le dit un proverbe ukrainien, quand le drapeau est déployé, toute l'intelligence se trouve dans la trompette. Les expériences subjectives ici décrites sont en corrélation avec les phénomènes suivants, objectivement démontrables. Le tonus de toute la musculature striée s'accroît, l'attitude du corps devient plus tendue, les bras s'écartent légèrement du corps et se tournent vers l'extérieur. Fièrement la tête se dresse, le menton s'avance et les muscles du visage miment la figure du héros, bien connu de tous grâce au cinéma. Le long du dos et sur la face extérieure des bras, les poils se dressent. Voilà ce qu'on peut observer objectivement du frisson sacré. Quiconque a vu le comportement analogue du chimpanzé mâle défendant sa bande ou sa famille au risque de sa vie mettra en doute le caractère purement spirituel de l'enthousiasme humain. Le chimpanzé lui aussi avance le menton, raidit son corps et lève les coudes. Tous ses poils sont hérissés, ce qui provoque un agrandissement terrifiant des contours de son corps, surtout vu de face. La rotation de ses bras a visiblement pour but de tourner la face la plus poilue à l'extérieur, ce qui augmente encore l'effet. Toute cette combinaison de positions du corps et de poils hérissés n'est qu'un bluff. Comme le dos rond du chat, elle fait paraître l'animal plus grand et plus dangereux. Le frisson sacré de la poésie allemande est donc le vestige d'une réaction végétative préhumaine, le hérissement d'une fourrure que nous ne possédons plus. Pour celui qui cherche modestement la vérité biologique, il ne peut y avoir aucun doute que l'enthousiasme militant de l'homme a évolué à partir d'une réaction de défense collective de nos ancêtres préhumains. La tension irréfléchie vers un but unique qui caractérise cette réaction doit avoir eu une grande valeur de survie, et cela même dans une tribu d'humains pleinement évoluée. Il était nécessaire que l'individu mâle oubliât toutes ses autres allégeances pour pouvoir se sacrifier corps et âme à la cause de la lutte en commun. Was schert mich Leib, was schert mich Kind, que m'importe ma femme, que m'importe mon enfant, dit le grenadier de Napoléon dans un célèbre poème de Henri Heine. Et le mot est bien caractéristique de la réaction de ce poète, qui, d'habitude critique caustique du romantisme sentimental, se laisse ici emporter sans aucune réserve par son enthousiasme pour le grand conquérant. L'objet que l'enthousiasme militant veut défendre a changé avec le développement de la culture. À l'origine, c'était certainement la communauté concrète des membres, individuellement connus d'un groupe, liés par le lien d'amour et d'amitié personnelle. Les unités sociales s'accroissant, les rites et les normes observées en commun par tous les membres devinrent le facteur principal de cohésion. Automatiquement, ils se transformèrent en symboles d'unité. Par un processus d'authentique conditionnement pavlovien, avec en plus un certain degré d'imprégnation irréversible, ces valeurs plutôt abstraites se sont substituées dans toutes les cultures humaines à l'objet concret primaire de la réaction de défense en commun. Cette substitution d'objets, déterminée par la culture, a des conséquences importantes pour la fonction de l'enthousiasme militant.
D'une part, le caractère abstrait de son objet peut lui donner un aspect nettement inhumain et le rendre franchement dangereux. Que m'importe ma femme, que m'importe mon enfant. D'autre part, cela rend possible l'enrôlement de l'enthousiasme militant au service de valeurs authentiquement morales. Sans le dévouement concentré de l'enthousiasme militant, il n'y aurait eu ni art, ni science, ni aucune des autres grandes entreprises de l'humanité. Que l'enthousiasme soit mis au service de telles entreprises, ou que l'instinct motivateur le plus puissant de l'homme fasse aller celui-ci à la guerre pour quelque cause abjectement stupide, cela dépend presque entièrement du conditionnement et ou de l'imprégnation qu'il a subie pendant certaines périodes sensibles de sa vie. Il existe une chance raisonnable que notre responsabilité morale parvienne à contrôler la pulsion primitive. Mais notre seul espoir de la voir réussir réside dans la modeste reconnaissance du fait que l'enthousiasme militant est une réaction instinctive, avec un mécanisme de déclenchement phylogénétiquement déterminé, et que la seule possibilité d'exercer sur lui un quelconque contrôle réside dans un conditionnement de cette réaction vers un objet que l'interrogation catégorique a relevé comme valeur authentique. Comme le cérémonial de triomphe chez Lois Cendré, l'enthousiasme militant de l'homme est un instinct autonome véritable. Il a son propre comportement d'appétence, ses propres mécanismes de déclenchement, et comparable en cela à l'instinct sexuel et à d'autres besoins impérieux, il engendre un sentiment particulier d'intense satisfaction. Sa force et son attraction séductrice expliquent pourquoi des hommes intelligents se comportent de façon tellement déraisonnable et immorale dans leur vie politique aussi bien que dans leur vie sexuelle. Comme le cérémonial de triomphe, l'enthousiasme militant a une influence fondamentale sur les structures sociales de l'espèce. L'humanité manque d'enthousiasme combatif parce qu'elle est divisée en clans politiques, mais si elle est ainsi divisée, c'est précisément parce que la division représente une situation stimulante, apte à provoquer, d'une manière satisfaisante, l'enthousiasme militant. Si jamais une doctrine de salut universel devait s'étendre sur la terre entière, écrit Erich von Holst, il y en aurait immédiatement au moins deux interprétations violemment opposées. La vraie, celle de l'interprète, et l'autre, l'hérétique, et l'inimitié et la guerre prospéreraient comme auparavant, l'homme étant malheureusement ce qu'il est. La première condition préalable au contrôle rationnel d'un type de comportement est de connaître la situation stimulante qui la déclenche. On peut obtenir l'enthousiasme militant avec la prévisibilité d'un réflexe dès qu'apparaissent dans un milieu les situations que voici. Avant tout, il faut que l'unité sociale avec laquelle le sujet s'identifie semble menacée par quelque danger de l'extérieur. Ce qui est menacé peut être un groupe concret de gens, la famille ou une petite communauté de bons amis, mais cela peut aussi être une unité sociale plus large, liée et symbolisée par ses rites et normes sociaux particuliers. Comme ces derniers ont le caractère de valeurs autonomes, ainsi que nous l'avons décrit au chapitre 5, ils peuvent représenter en eux-mêmes l'objet pour la défense duquel est mobilisé l'enthousiasme militant. Il s'ensuit que cette réaction peut être amenée à jouer au service d'objets extrêmement divers, depuis le club sportif jusqu'à la nation, des particularités et des cérémonies les plus désuètes à l'idéal de la vérité scientifique ou à celui de l'incorruptibilité de la justice. Un second stimulus clé qui contribue énormément au déclenchement d'un intense enthousiasme militant est la présence d'un ennemi détestable, de qui émane le danger qui menace les valeurs du groupe. Cet ennemi, lui aussi, peut être de nature concrète ou abstraite. Les Juifs, les Huns, les Boches, les tyrans, les Katzelmacher, les Preußen
en allemand souvent combiné avec le préfixe Sau, truie, ou des concepts abstraits tels que capitalisme mondial, bolchevisme, fascisme et autruisme. Cela peut être l'hérésie, le dogmatisme, la faillite de la science, que sais-je encore. Tout comme l'objet à défendre, l'ennemi contre qui on le défend est extrêmement variable. Les démagogues sont très versés dans l'art dangereux de fabriquer des mannequins supranormaux pour déclencher une forme très dangereuse d'enthousiasme militant. Un troisième facteur qui s'ajoute au climat qui déclenche la réaction est la figure inspirante d'un chef. Il semble que même les idéologies les plus emphatiquement antifascistes ne peuvent guère s'en passer. Les photos géantes de leurs chefs que tous les partis politiques exposent volontiers le prouvent suffisamment. Ici encore, le caractère non sélectif de réaction programmée par la phylogénèse permet le conditionnement à une figure de chef selon des modèles très différents. Napoléon, qui souleva l'enthousiasme d'un homme aussi critique que Henri Heine, ne m'inspire rien de la sorte. Charles Darwin, oui. Une quatrième condition préalable pour que l'enthousiasme militant batte son plein, peut-être la plus importante, est la présence de beaucoup d'autres individus soulevés par la même émotion. Leur nombre absolu a une influence certaine sur la qualité de la réaction. Les minorités relativement petites, aux prises avec une large majorité, ont tendance à s'obstiner dans l'attitude de la défense en lui donnant la valeur émotionnelle due au maintenir, tandis que les très grandes foules, inspirées par le même enthousiasme, éprouvent le besoin de conquérir le monde entier au nom de leur cause sacrée. Les lois de l'enthousiasme des masses sont ici exactement les mêmes que celles de la formation de bandes, décrites au chapitre 8. L'excitation augmente, peut-être même en progression géométrique, en même temps que croît le nombre des individus. C'est là justement ce qui rend l'enthousiasme militant des masses si dangereux. J'ai essayé de décrire, en la dépouillant le plus possible de son côté émotionnel, la réaction humaine de l'enthousiasme, ses origines phylogénétiques, ses composantes et ses conditions préalables, instinctives, aussi bien que transmises par la tradition. J'espère que j'ai amené le lecteur, sans le dire explicitement, à se rendre compte du fouillis qu'est notre philosophie des valeurs. Qu'est-ce donc une culture ? Un système de normes et de rites sociaux développés au cours de l'histoire, qui sont transmis d'une génération à l'autre parce qu'on les ressent d'une façon émotionnelle comme des valeurs ? Mais qu'est-ce qu'une valeur ? Apparemment, des personnes saines et normales sont capables d'apprécier une chose comme une haute valeur pour laquelle on peut vivre et au besoin mourir sans aucune raison, sinon que la ritualisation culturelle l'a fait évoluer et que quelque ancien vénéré la leur a transmise. Alors, une valeur se définit-elle uniquement comme l'objet sur lequel s'est fixé notre besoin instinctif de préserver et de défendre des normes sociales traditionnelles ? C'était sans doute le cas à l'origine et au premier stade du développement culturel. Les avantages évidents d'une adhésion loyale à la tradition doivent avoir exercé une pression sélective considérable. Cependant, même la plus grande loyauté et obédience envers les normes de comportement ritualisées par la culture ne saurait être confondue avec la responsabilité morale. En mettant les choses au mieux, seule leur fonction leur confère une certaine analogie avec le comportement contrôlé par la responsabilité rationnelle. À cet égard, il n'y a aucune différence entre ces normes sociales et les formes instinctives de comportement social dont nous avons parlé au chapitre 7. Et comme ces dernières, les normes et les rites culturels risquent d'échouer dans des circonstances pour lesquelles ils n'ont pas été programmés par le grand constructeur, la sélection naturelle. Autrement dit, la nécessité de contrôler par une sage responsabilité morale toutes nos allégeances sentimentales est aussi grande, sinon plus grande, que la nécessité de tenir en échec nos autres pulsions. Aucune d'elles ne peut jamais produire des effets aussi dévastateurs
que l'enthousiasme militant non jugulé lorsqu'il a contaminé la grande masse et qu'il domine toute autre considération en raison de son étroitesse de vue et de ses prétentions de noblesse. Car ce n'est pas l'enthousiasme en soi qui est noble. Nobles sont les grands buts de l'humanité qu'il peut être amené à défendre. C'est cela la double face de Janus que porte l'homme. Seul être capable de se consacrer aux plus hautes valeurs morales et éthiques, il a besoin, pour atteindre ses buts, d'un mécanisme de comportement phylogénétiquement adapté. Mais les propriétés animales de ce mécanisme portent en elles le danger qu'il tue son frère, convaincu d'agir ainsi dans l'intérêt de ces mêmes hautes valeurs. Exe homo.